Aujourd'hui à l'émission, le professeur Louis-André Richard nous parle d'éthique animale et le chroniqueur Jean-Philippe Marceau nous explique le sens des sacrifices d'animaux dans la Bible. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant dans nos nouveaux studios à Québec et je serai votre animateur pour l'émission d'aujourd'hui où il sera question de nos amis les animaux. Et oui, et aujourd'hui nous avons avec nous Simon Lessard, bonjour. Oui, un de tes amis animal. Une drôle de bête quand même. Alors Simon, tu nous as préparé pour l'émission d'aujourd'hui un petit topo sur une très grande question. Je pense que c'est la question qui angoisse le plus l'homme et la femme contemporains. Est-ce moi. que oui ou non, on va retrouver nos animaux de compagnie au ciel? Donc, on va voir qu'est-ce que la tradition chrétienne nous dit ou nous dit pas sur cette grande question. Il y a beaucoup de choses qu'elle dit pas, hein? C'est ça qui est intéressant Il y à a suivre. beaucoup de choses ouvertes au débat et j'espère qu'on va avoir un bon débat aujourd'hui. Ça va brasser en milieu d'émission tout à l'heure. Merci d'être là, Simon. Ça fait plaisir, Antoine. On a aussi un régulier dont n'est pas du monde, Jean-Philippe Marceau. Bonjour. Salut Antoine, content d'être de retour. Très heureux de te voir. Aujourd'hui, tu as une chronique un peu sanguignolante à nous proposer. Ouais, effectivement. Tu m'avais demandé si j'avais quelque chose à dire sur les animaux. Fait que j'ai fait comme d'habitude. Je suis allé voir dans la Bible. Est-ce qu'il y a une histoire globale qu'on peut trouver sur les animaux? Puis ça tourne pas mal autour des sacrifices. Fait que je vous ai préparé quelque chose sur les sacrifices. À suivre un peu plus tard en émission. Merci d'être là. Et Jessie Blouin, bonjour. Bonjour Antoine. Jessie, as-tu un animal de compagnie, toi? Oui, j'ai un chat. Un chat? Comment Oui. s'appelle-t-il? Le chat a un nom de lapin. Il s'appelle Coco. Le nom venait avec le chat, c'est un chat seconde main. Ah, un chat usagé. Oui, un chat usagé. Adopté, tu veux dire. Oui, oui. Mais tous les chats sont adoptés, c'est juste qu'on n'est pas les premiers propriétaires. Ah, bien sûr. Voilà. Jessie, je pense que t'es pas la seule au pays à avoir un chat à la maison. Non, je suis une parmi 8 300 000 personnes au Canada à avoir un félin à la maison. C'est à peu près l'équivalent de la population du Québec si tout le monde avait un chat au Québec et personne dans le reste du Canada. Ça ressemblerait à ça. À peu près. Mais, surprenamment, c'est pas l'animal qui est le plus populaire au Canada. Non. Le chien? Autre suggestion? Hamster? Non. Non. La perruche. Belle perruche. Je vais... Ah, je le sais, les fourmis. Peut-être en nombre, mais pas en adoption. Mais je vais mettre fin au supplice. Ce sont les poissons. Ah oui. Oui, les poissons sont... Ah, mais tu peux en mettre plus 50 dans un aquarium. Donc. À peu près, à peu près. Donc, les chiens, quand même, sont en 3e place. Mais 1 million de moins que les chats. Qui est pas très loin dans le palmarès. Quand même. Mais 1 million de différence. Ouais. Quand même, les chats, on la parle. Jessie Blouin, les animaux de compagnie, bon, on a vu avec la pandémie là, que ça prend pas mal de place dans les foyers. Ça représente aussi des coûts importants parfois. Oui, oui, absolument. Combien il te coûte ton chat, toi? Je le sais pas, mais je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai vu les chiffres que ont diffusé l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Ouais. C'est 2300 annuellement pour un chat, puis on n'a pas le coût d'achat au départ. Là. Donc 2300 pour un chat, 2700 pour un chien. Je me suis amusée à faire un petit calcul rapide sur une moyenne d'âge de 12 ans à peu près. C'est 30 000 sur la durée de vie d'un animal à peu près. Il n'y a pas d'allocation familiale qui vient avec ça. Non, peut-être éventuellement le gouvernement va finir par le proposer, mais pas pour l'instant. Là. Alors, 30 000 ça exclut l'achat initial, ça exclut Ouais. aussi les soins de santé si l'animal tombe Ouais, gravement oui, il y a malade. les vétérinaires, les vaccins et tout ça, les examens de base, mais s'il y a besoin de plus de soins, c'est pas calculé. Donc, c'est quand même une tranche du budget. Puis Alors, en plus, il y a ouais. tout le temps aussi que ça prend. ouais. Oui, effectivement. Donc, C'est pas rien. Ouais. Là, on a parlé un peu des animaux domestiques. Est-ce qu'il existe des données sur les animaux de laboratoire? Jessie Blouin, on va en parler un peu aujourd'hui à l'émission. Oui. Pour les animaux de laboratoire, c'est à environ, pour le Canada toujours, 5 millions d'animaux qui sont utilisés, que ce soit pour la recherche, pour les essais, pour l'enseignement. Donc, 5 millions d'animaux qui sont utilisés. C'est du monde, quand même. Oui. C'est quand même du monde. Puis, j'ai envie de vous poser une petite question. Selon vous, quel animal est le plus utilisé en recherche? Les cobayes, c'est facile. Ben, oui, c'est vrai qu'on pense à cobayes, on pense à rats de laboratoire qui ont donné leur nom à des J'aurais dit les souris. Ouais, j'aurais dit ça aussi. souris. Encore une fois, je vais mettre fin au supplice. On n'a Vous pas avez raison. tous tort, Mais non, non. c'est les oiseaux. Hein? 50% les oiseaux. Donc, la Ouais. moitié des animaux de laboratoire ou qui servent à l'avancement Ouais. de la science ou dans les écoles. Exactement, c'est les oiseaux.
suivi quand même relativement près par les souris, qui sont à 21%. Ensuite, poissons et bovins, les deux à 11%. Ah, bon, Alors, les cobayes et les rats viennent quand même beaucoup plus loin dans la liste, là. Et tous ces animaux-là terminent dans des souffrances atroces ou On le penserait, mais en réalité, 80% subissent des traitements qui ont peu ou pas d'impact là, sur leur confort ou le facteur stress. Là. Donc, 80%, c'est quand même très léger l'inconfort. Oui, ça m'a surpris. Merci, Jessie. De rien, Antoine. Accueillons maintenant notre invité du jour. Il est professeur de philosophie au collégial et vient de publier ses réflexions sur l'éthique animale, Louis-André Richard. Louis-André Richard, bonjour, bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Alors, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent, Amis des hommes, ruminations sur l'éthique animale, a attiré notre attention. C'est publié chez Mediapol en 2023. Mais en plus d'écrire, vous enseignez la philosophie au collégial depuis quelques années, plusieurs années, on pourrait dire même. Ce qui trahit mes rides. J'irai pas là. Je me demandais, bon, vous avez connu quelques générations d'étudiants. Est-ce que vous avez perçu une évolution de la, disons, de la représentation qu'ils se font des animaux, de leur place dans notre société, de leur dignité même? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pas seulement valable pour les étudiants, mais c'est vrai que c'est un privilège d'être toujours confronté à une génération de personnes de 17 ans à chaque année. Donc, on voit bien comment les choses évoluent, mais c'est vraiment un phénomène, la perception du rapport aux animaux, qui a subi de grands changements, particulièrement dans les 20 dernières années. Alors, effectivement, oui. Quel genre de changement vous avez noté? Bien, d'abord, un fait que tout le monde connaît, je présume, c'est que la loi a changé. Du point de vue juridique, on disait que les animaux étaient des objets et on en a fait des sujets de droit. C'est très important, je pense, pour nous permettre de saisir l'importance de la dignité animale, c'est-à-dire de la valeur, puis du soin qu'on doit leur prodiguer. Mais du point de vue juridique, ça change pas grand-chose. C'est un bizarre de sujet qui n'a pas de devoir. Exactement. Donc, c'est pas vraiment un sujet de droit. Mais c'est révélateur de la perception. Et moi, au fil des années, j'ai compris que ce qu'on appelle la dignité humaine, on a vu son spectre, son champ s'élargir pour inclure tous les animaux sur la base qui sont doués de sensations. Voilà ce que nous avons en commun. Et puis, au fur et à mesure, on a fini par, d'une certaine façon, discréditer la dignité humaine au profit de la dignité animale, sur la base, cette fois, que l'être humain est cette seule bibite qui est capable d'engendrer la souffrance sciemment. Et, donc, on est pire qu'eux. D'une certaine manière, oui. En fait, ces choses-là sont dites trop rapidement, mais c'est quand même l'élément le plus frappant à mes yeux, là, quand je regarde toute l'évolution de la relation de l'être humain aux animaux, que je retrouve là, chez les jeunes en particulier. Mais est-ce que la dignité animale est une chose? Est-ce que ça existe? Et si oui, comment vous la définiriez? C'est une bonne question. Moi, je dirais que ça existe par association, d'une certaine façon. Le fait qu'on côtoie les animaux, on va souvent engendrer et induire en eux des comportements qu'ils ne développeraient pas à l'état naturel ou sauvage. Donc, par exemple, juste au niveau du goût, si on a un chat puis qu'on le nourrit au saumon fumé, il va développer un goût qui va lui faire lever le nez sur la pâtée traditionnelle. Ben, c'est une plus-value du goût du chat qui dépend de la proximité avec l'être humain. On les civilise. On les civilise, effectivement. Ben, d'ailleurs, Jessie, il y a une question dans ce sens-là. Oui, parce qu'on a un chat, Coco, puis on se questionnait justement avec mon conjoint à un moment donné, est-ce qu'on dénature plutôt l'animal? Je pense au chat, on le dégriffe, il vit à l'intérieur, on le castre. Donc, est-ce qu'on le dénature en quelque sorte en décidant d'adopter un animal? On se questionnait, on a un petit cas de conscience. Une excellente question qui est au cœur des débats, surtout chez ceux qui défendent une position plus radicale. La réponse de ces gens-là serait de dire, ben oui, vous servez d'un animal à votre profit. La domestication des animaux de compagnie, ça va être jugé par une partie de la mentalité à la mode comme étant une dénaturation. On ne devrait pas faire ça.
Alors, vous avez des partisans qui vont vous dire on peut avoir un chat, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, à partir du moment où on est conscient qu'on est en train de prendre soin d'un animal jusqu'à son terme, jusqu'à sa mort. On s'engage à prendre soin de lui, mais on n'en aura plus après. Il faut s'inscrire dans un mouvement où on se débarrassera petit à petit de ce statut d'animal domestique qui est une façon d'outrepasser nos privilèges auprès des animaux. Ça, c'est la version plus... Par contre, vivre dans la rue ou dans la jungle, c'est pas facile non plus. J'imagine que la longévité des animaux de compagnie est plus grande que des chats de gouttière. Voilà. Puis la qualité de vie, je sais pas comment ça s'évalue pour un animal, mais la moulée, c'est sûrement mieux que les poubelles. Ou même dans les zoos, les animaux, bon, oui, sont en cage, ont des traitements différents, mais ils ont des nutritionnistes, des médecins. Ils sont mieux traités. Moi, j'ai même pas de médecin. Alors là, si vous me permettez, pour aller dans le vif du sujet sur cet angle-là, écoutez, j'ai fait 20 ans auprès du Conseil canadien de protection des animaux pour évaluer les animaleries. On retrouve des animaleries, c'est un secret bien gardé, dans tous les cégeps, dans toutes les universités, dans tous les hôpitaux. C'est un sujet bien gardé, il y a bien des gens qui savent pas ça. Et entre nous, quand on faisait des visites, surtout j'ai des souvenirs des hôpitaux à Montréal qui étaient un petit peu en besoin d'amour, de rénovation. Ben, écoutez, on traverse pour se rendre à l'animalerie que personne connaît, les corridors et les couloirs des chambres des patients humains. Puis là, ben, c'est fatal. Il y a des chambres, on voit bien qu'il y a de la peinture de décollé, qu'il y a des joints qui sont en train de se défaire. Mais dès qu'on entre dans l'animalerie, c'est pas une figure de style, on peut manger par terre. Et on a un cahier de charge, et ça faisait trembler les gens du lieu, puisque ce cahier de charge, si on donne le certificat de bonne conduite animale, ça permettra aux institutions de faire des demandes de sous pour la recherche. Recherche dans tous les domaines, incluant les sciences humaines. Là. Si vous n'avez pas le certificat, vous n'avez pas un sou. Alors, je vous dis que quand moi, j'examinais la qualité des joints, puis les pressions négatives pour assurer la meilleure atmosphère d'un cage, là, c'était à prendre au sérieux. Fait que nous, le running gag, je l'ai écrit dans mon livre, c'est qu'on s'est toujours dit, si jamais on tombe malade, vite à l'animalerie. C'est de loin un milieu plus intéressant pour se faire soigner. Fascinant. Ben, vous parlez du Conseil canadien de la protection des animaux. Vous siégez, ben, vous avez participé à ce comité. Ça, j'y siège plus vraiment, encore qu'on me propose parfois des missions, mais oui, j'ai siégé pendant 20 ans. Participé, du moins, à leur réunion. Et bon, ça dit, là, ça parle du traitement des animaux de laboratoire, entre autres. Oui. On songerait jamais à créer un comité d'éthique pour le traitement des voitures dans les tests de collision ou pour les algues dans la fabrication l'éthique des algues dans la fabrication des cosmétiques. Qu'est-ce que les animaux ont que les voitures ou les algues n'ont pas? Ben, ils ont, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est clair que on partage la sensation en commun. La capacité de souffrir. La capacité de souffrir, mais le fait d'être doué de sensations. Alors ça, c'est une vieille catégorie qui appartient au philosophe grec Aristote, que j'aime beaucoup, qui se posait la question, quels sont les êtres dans la nature qui possèdent une âme, qui sont animés? Et c'est sur ce plan-là qu'on voit la proximité entre l'animation animale, d'ailleurs le mot animal, c'est un dérivé du mot âme. Et évidemment, la prospective d'Aristote, sa perspective, qui est un peu celle avec laquelle moi je fonctionne, c'est de dire quand on observe le milieu naturel, tout ce qui est vivant est doué des caractéristiques du vivant. Alors, de façon plus primaire, les plantes ont la croissance, la respiration qu'on partage avec eux. Puis, ben, plus on monte dans l'évolution des espèces, plus on voit se complexifier le principe d'animation. Puis chez les Grecs, la question de l'âme, c'est pas une question spirituelle, c'est une question médicale. On se dit, mais quelle est la différence entre un être vivant et son reste, son cadavre, quand je parle d'un animal ou d'un être humain, ou la fleur qui fane? Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste des fonctions intangibles, mais bien réelles, qui disparaissent. De telle sorte que nous, les êtres humains, nous sommes la somme et le sommet de toutes ces fonctions. Et ça, c'est un argument une idée qui est beaucoup évacuée par les penseurs plus radicaux sur ces questions-là, de dire qu'il y a vraiment une différence qualitative entre le statut de l'être humain et les autres espèces. Il y a des animaux qui ont la mémoire, bien entendu, on le voit chez les chats et tout, il y a beaucoup de fonctions en partage, mais la raison, par exemple, est la plus-value, si je puis dire, qui distingue l'intelligence humaine des autres formes d'intelligence. Alors, les animaux
le fait qu'on leur accorde et qu'on doit leur accorder un statut privilégié, et surtout en fonction de la place qu'ils occupent dans la hiérarchie, dépend de la présence de ces fonctions-là. On n'a pas la même empathie, je dirais, pour le moustique. Encore que vous avez, par exemple, chez les bouddhistes, vous allez avoir des courants bouddhistes qui vont vous dire on ne doit pas, par exemple, se déplacer le jour sur le terrain parce qu'on risque de tuer des fourmis. Alors ça, c'est très panthéiste comme façon de voir les choses, puis ça donne l'impression, c'est invivable dans les faits, là. C'est compliqué, du moins. En tout cas, du moins, pour les Acariens, ça pose problème, là. Moi, j'ai toujours été pour le génocide des maringouins. Oui, c'est ça. La dignité du maringouin, non, ça pas rendu là encore, j'ai du progrès à faire. Ça encore. D'ailleurs, dans ce cas-là, la nature est bien faite. La quantité qu'on pense, je dirais, le statut, puisque les maringouins, on peut en tuer pas mal sans que ça des pose un problème. Des singes, ça, c'est plus compliqué, effectivement. Dans votre dernier livre, Louis-André Richard, vous discernez deux grandes tendances. On les a rapidement abordées là, dans les dernières minutes, mais j'aimerais que vous alliez un peu plus à fond là-dedans. Donc, deux tendances qui menacent de nous éloigner je dirais, d'un juste traitement des animaux. D'un côté, il y a une fausse humilité qui rabaisserait l'homme à un animal comme les autres, là, vous l'avez dit un peu. De l'autre côté, un orgueil mal placé qui nous mène à une exploitation sans limite là, de la nature. Des exemples peut-être de ces deux tendances-là qui... alors, pour la première tendance, c'est un exemple qui m'a toujours frappé. Je l'ai inclus dans le livre, mais j'ai un ami vétérinaire à Montréal qui me racontait qu'il s'occupait d'encadrer des étudiants au doctorat qui utilisaient des animaux de laboratoire. Puis il parlait de deux de ces étudiants qui étaient véganes. Alors, le véganisme, c'est une idéologie avant d'être un code de conduite. Hein? Et parce qu'on ne fait pas simplement toucher à la question de l'alimentation, mais on touche aussi, on exclut tout ce qui s'appelle tous les usages qui mettraient en cause un animal ou des dérivés de la présence animale. Puis, alors, ces étudiants se targuaient d'être très respectueux de tout ça, mais le vétérinaire leur disait parfois, il me disait, écoutez, comment vous conciliez le fait que pour vos recherches, vous n'avez pas le choix, vous utilisez des souris ou... Ils disaient, oui, mais bon, c'est un pis-aller. On est conscient que... Puis ça, remarquez que c'est vrai pour même tous ceux qui sont chercheurs. Il n'y a personne qui ambitionne ou qui, de gaieté de cœur, voudrait qu'on fasse de l'usage des animaux une priorité, là. Mais, dans les circonstances, on ne peut pas faire autrement. Et alors, il disait, oui, je comprends. Puis il leur dit, est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Vous avez parlé tout à l'heure, Jessica, des euthanasies, en fait, du traitement, pardon, des animaux de laboratoire. Et puis, le vétérinaire le faisait remarquer que les deux étudiants avaient chacun des chats et que, finalement, quand on regarde les statistiques, il y a plus d'euthanasie d'animaux domestiques que d'euthanasie d'animaux de laboratoire. Des fois morts de leur belle mort. Ben là, c'est ça, ça met en porte-à-faux cette espèce de mentalité où on est... c'est pour ça que vous dites que c'est une idéologie. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement fondé sur le réel. Oui, c'est ça. Le végétarisme, on retrouve chez Plutarque, chez Pythagore, des pages formidables où Plutarque dit que c'est une meilleure diète de manger végétal. Mais il traitait ces animaux de façon très noble en disant, quand mon bœuf a fini sa carrière, je le laisse paître dans le champ. Puis j'ai le même regard sur lui que pour mes esclaves. C'est-à-dire qu'un esclave, qui était à cette époque considéré comme... c'est un être humain, hein, mais de classe inférieure, et on ne doit pas le maltraiter. On traite donc... cette vision hiérarchique était bien présente, valait pour les êtres humains comme pour les animaux. Donc, le végétarisme comme mode d'alimentation, c'est une chose. Le véganisme, qui est apparu un peu avant la Deuxième Guerre mondiale ou entre les deux guerres, ça, c'est une idéologie qui prétend un peu une espèce de forme de catastrophisme où l'être humain ne doit pas exploiter le monde qui l'entoure. Mais il y en a de l'exploitation. Il y en a de l'exploitation. À l'autre tendance, bien évidemment, c'est tout ce qu'on fait au nom de l'argent. Hein, il y a une cupidité derrière. Ça, je pense qu'on a raison de le dénoncer abondamment. Mais moi, je défends toujours la thèse, et là-dessus, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, de l'idée que l'ingéniosité humaine finira par retrouver des équilibres. Alors, il y avait récemment dans la presse la question, est-ce que les œufs de poule en liberté sont vraiment des œufs qui ont été produits par des poules libres? Alors, le concept de poule en liberté, c'est l'idée de dire que, il faut évidemment
trouver des manières de permettre aux poules de vivre le plus naturellement possible, dans le moins de contraintes possible. Mais quand je suis au Conseil canadien de protection des animaux, entouré de biologistes puis de vétérinaires, c'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas de si grandes évidences là, sur les conditions les meilleures d'héberger des porcs, des poules et tout. Entre autres, pour la question de la poule, on a découvert, ça c'est pour montrer un peu comment il y a une alliance possible entre la science et la société, où on a découvert à un moment donné qu'on pouvait, au lieu des cages standards qui étaient utilisées pour la reproduction des poules, puis avoir des poules pondeuses, on a découvert qu'il y a ce qu'on appelle la manière il y a trois R, là, 3 repères en éthique animale. Le remplacement, la réduction et le raffinement. Le raffinement, c'est tout ce qu'on doit mettre en scène pour s'assurer que les animaux sont le plus confortables possible. Fait qu'à un moment donné, on a découvert que si on agrandissait les cages, si on mettait dans les cages du matériel pour que les poules puissent faire des nids, donc des comportements qui sont plus près de l'état de nature, que ça rendait les poules manifestement plus à l'aise et ça avait un impact sur la production des œufs. Un environnement plus spacieux, donc moins de cages, mais en bout de ligne, plus de production d'œufs. Mais c'est pas des poules en liberté qui gambadent dans les champs, mais quand même. Qui sont dans des condos confortables. Ce que je veux dire par là, moi, c'est que c'est pas sûr que l'option ça gambade dans les champs est nécessairement l'option optimale. C'est possible, là, mais il n'y a pas tant d'évidence là-dessus. J'avais une amie vétérinaire qui me racontait que quand elle faisait l'examen des porcs, des cochons là, dans des environnements où les cochons étaient dans le champ, elle dit, il n'aurait pas fallu que je tombe en plein milieu du troupeau parce que ce que j'observais, eux autres, c'est qu'ils se mangent les oreilles puis les bouts de queue. Là. Et des fois, quand vous mettez l'animal dans un environnement où il n'est pas en contact direct avec son voisin, dans certains cas, ça a un effet positif sur l'animal. Il garde ses oreilles puis sa queue. Évidemment, ce que je dis là, je le dis sans avoir la compétence du vétérinaire. Je fais juste rapporter des faits, donc je ne maîtrise pas la science. Ça vient quand même donner un portrait un peu plus Comme large. les poissons, j'ai toujours été halluciné, puis ça encore aujourd'hui au Conseil canadien de protection des animaux, on développe des directives sur les poissons. Il n'y a pas un vétérinaire qui est capable de dire avec précision quel est le taux de souffrance potentielle de truite. Si on va à la pêche, là, non, mais c'est sérieux. Parce que là, il y a tout le discours environnemental qui vient dire, faudrait arrêter d'aller à la pêche ou à la chasse. Bon, la chasse, je comprends que c'est des hameçons un peu moins pointus, ça serait... Oui, mais... Non, je pense qu'il vaut mieux que ce soit très pointu, parce que quand ça l'est pas, justement, ça fait plus mal. Comme quand on se coupe avec un couteau qui coupe mal, ça fait plus mal. Ouais. Mais la sensation éprouvée à travers l'épiderme, le système nerveux du poisson, on n'a pas de données probantes vraiment là-dessus. Alors, il faut distinguer entre l'imagination qu'on a de ces choses-là et la réalité, puis on n'est pas très loin là, dans la connaissance exacte de ces choses. Simon, une question philosophique pour le professeur. Bien, je me demandais, en vous écoutant, on sent que de plus en plus ces dernières décennies, on veut constamment revaloriser de plus en plus les animaux et leur dignité. Mais paradoxalement, j'ai comme l'impression qu'on diminue l'homme pour amener les deux sous un pied d'égalité. Est-ce que, comme dirait peut-être Alexis de Tocqueville, qui a écrit de la démocratie en Amérique, ce serait pas un fruit de plusieurs décennies ou siècles de vivre en démocratie où on tend à vouloir tout aplatir, tout égaliser et voir toute forme de hiérarchie comme quelque chose de nécessairement négatif. Oui, tout à fait. Puis vous faites bien de citer Tocqueville, parce qu'à mon avis, c'est le meilleur théoricien sur ces questions-là. Tocqueville, voyant la démocratie naître en Amérique, voyant la même chose en France, mais la post-monarchie, ben il a bien senti, il a bien vu que le problème de l'égalité des individus, de même que l'appel à la liberté individuelle sans contrainte, seraient les deux axes qui allaient menacer la démocratie. Et effectivement, quand on regarde le rapport aux animaux, on peut voir là un bon exemple de ça. Il y a plus on cherche même en éducation avec les êtres humains, on a mal parfois à dire, il faudrait que les écoles tiennent compte des plus forts, leur aménager un environnement pour qu'ils puissent s'épanouir, puis qu'on soutienne en même temps, bien entendu, les plus faibles. C'est pas tous les concitoyens qui écoutent ou entendent ce genre de distinction. Quand il y a des programmes comme le bac international, aux études internationales ou sport-études, dans les régions, dans les mêmes écoles publiques de la Ville de Québec, vous allez avoir des étudiants, des élèves qui vont faire le cursus en une demi-journée de ce que les autres, dans le régulier, vont faire sur toute une journée. Alors, on peut dire, allô, l'égalité.
Et puis là, ben, il y a des gens qui vont dire ça devrait pas, sous la base qu'on reconnaîtrait l'inégalité des talents. Je parle pas de l'égalité en dignité, mais l'inégalité des talents, ben, avec la question des animaux, comme je disais tout à l'heure, sur la seule et unique base de la capacité à souffrir, on va avoir là le vecteur par lequel on va diluer totalement les différences. C'est comme si on voit plus non plus que ce soit positif parfois qu'il y ait des inférieurs et des supérieurs. Par exemple, dans une famille, les parents ne vont pas nécessairement oppresser ou dominer les enfants. Au contraire, ils sont supérieurs, mais ils vont en prendre soin. C'est à leur avantage, les enfants, d'avoir des supérieurs au-dessus d'eux. Ça, c'est une autre remarque fort intéressante, c'est-à-dire que derrière toute cette question de la relation entre l'homme et l'animal, puis derrière les critiques les plus acerbes de ceux qui voudraient niveler tout, il y a un manque apparent qui rejoint le thème de la famille, c'est-à-dire le rapport à la nature telle qu'elle. Tu sais, parler des poules, puis des cochons, puis des vaches, ben on n'en parle pas de la même manière si on a déjà vu une vache vêlée, si on a déjà coupé la tête d'une poule pour la voir courir dans le champ, la rattraper. Tu sais, je suis conscient que quand je parle comme ça, là, vos auditeurs, il y en a qui vont dire « c'est un malade mental ». Mais j'ai déjà coupé une tête de poule. Ben moi aussi. Ce que je veux dire, c'est quand on a... deux malades mentaux. Moi aussi. Ah ouais, on est là. rendu à 3, c'est pas vrai. Mais l'idée, et puis ça rejoint même, pour faire le lien avec la famille, l'expérience de la micro-société qui est la famille, où on a un contact direct avec la nature, dont celui avec l'inégalité naturelle. Quand vous avez plusieurs enfants, ou quelques-uns, mais qu'on voit bien, j'ai un fils, moi, à un moment donné, qui était 1 an plus vieux que sa sœur qui la suivait. Puis bon, psychologiquement, les filles, en général, vont maturer plus vite. Ben, le garçon a longtemps... Il disait souvent, quand je serai grand comme ma sœur. Et c'était lui le plus grand. Il y a une injustice terrible, apparemment, là. Mais sur le coup, il a dû vivre avec ça. Puis avec le temps, les choses se rétablissent. Puis après ça, je parle pas du fait qu'il y a des enfants plus intelligents que d'autres, d'un point de vue, je sais pas moi, pour les mathématiques ou les cyber. On vous demandera pas lesquels. Non. Enfants. La question de Simon, rapidement, pour une dernière question. Là, la question de Simon soulève quelque chose que vous soulignez bien dans votre livre, Louis-André Richard. C'est que oui, le langage et la raison nous distinguent de l'animal, mais peut-être plus encore, ou du moins d'une manière particulière, la responsabilité. Ben oui. Et j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que en quoi c'est si distinctif, la responsabilité? En fait, la responsabilité, c'est l'effet nécessaire du privilège. Et c'est le philosophe saint Thomas d'Aquin qui avait développé le concept de dominium, qui disait, dans le fond, l'être humain exerce à l'égard de l'environnement les mêmes privilèges qu'un seigneur à l'égard de sa seigneurie. Là, pour prendre, c'est une distinction politique. Au Québec, on connaît ça, les seigneuries, il y en avait. Bon. Mais dans le fond, si vous avez ce privilège qui vous distingue de tous ceux qui travaillent pour vous, ben, il y a 2 attitudes possibles. Vous pouvez les exploiter jusqu'à l'extinction, ou vous sentez bien que ce privilège dont vous bénéficiez, d'abord tient à beaucoup de circonstances pour lesquelles vous n'êtes pas vraiment responsable, puis qui vous mettent en face, ni méritoire, exactement, qui vont faire en sorte que ça oblige un devoir. Puis ça, je pense que la législation dont on parlait tout à l'heure, c'est un appel à prendre conscience du fait qu'on est responsable, que quand on a un chat, vous disiez ce que ça coûte et tout, ben c'est une chose d'avoir un chat, mais il faut être prêt à assumer ce qui va avec. Moi, j'ai fait des conférences souvent en Guadeloupe et j'ai un souvenir qui va me marquer pour toujours. Vous savez, en Guadeloupe, on a abandonné beaucoup de chiens. C'est une île. Des chiens domestiques qui ont été domestiqués par l'être humain. Mais les animaux, les chiens domestiques, c'est d'abord et avant tout un être sauvage. Et tous ces chiens qui ont été abandonnés se sont assez rapidement constitués en meute. Ça ressemble à une meute de loups et c'est d'une agressivité. Ça fait vraiment peur. Ils attaquent les vaches. Des fermiers, parce autrement dit, l'instinct a repris le dessus, et puis ça prend pas grand-chose. Alors, à l'inverse, nous, si on se donne la possibilité d'avoir des animaux domestiques, des animaux de compagnie, il faut être conscient de la charge que ça représente. Une fois qu'on a dit ça, il y a une recherche d'équilibre à avoir. Comme j'ai un certain âge, quand j'étais enfant, puis on a eu des chiens que j'ai tellement aimés, puis mais il arrivait un âge là où le chien commençait à avoir des rhumatismes. Et là, on fait quoi? Alors, à mon époque... c'était pas doux.
Ben, c'est-à-dire que j'ai connu l'époque où on pouvait euthanasier le chien soi-même. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Il faut aller le porter chez le vétérinaire. Puis, il faut trouver un vétérinaire qui est assez ouvert d'esprit sur ces questions-là, qui va comprendre que vous n'êtes pas prêt à investir 15 000 $ pour la chirurgie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Alors, on peut bien dire, je vais accompagner mon chien jusqu'à son âge le plus ultime, comme on doit le faire pour les êtres humains. Et là, à un moment donné, si je prive mes enfants de nourriture parce que je dois payer la chirurgie, ça commence à être compliqué. Et là, il y a des vétérinaires qui profitent de la situation. Il faut le savoir. J'avais un ami vétérinaire, malheureusement, qui est décédé maintenant, mais qui avait un très gros hôpital vétérinaire. Puis à un moment donné, a arrêté parce qu'il m'a dit, tu sais, il dit, mon associé vend du Tylenol 10 fois le prix parce que c'est dans un flacon destiné aux chiens. Là. Tandis que moi, je commence à dire à mes clients, regarde, va, Tylenol pour bébé, prends-en 2, croise ça dans le moulin et tout. C'est parce que ça devient un commerce. C'est un commerce comme les commerces funéraires qui jouent sur le sentiment des gens. Puis là, ben, à cause de ça, vous pouvez exagérer le rapport à ça. C'était fascinant, Louis-André Richard. Vous êtes professeur de philosophie au collégial, auteur d'un livre intitulé « Amis des hommes, ruminations sur l'éthique animale », publié chez Mediapol en 2023. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous de m'avoir invité. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Simon Lessard, le sujet d'aujourd'hui t'a inspiré une petite capsule sur une grande question. Milou et Garfield iront-ils au paradis? Ouais, est-ce que le ciel s'est rempli de bulldogs français, de petits hamsters? C'est une bonne question parce que, évidemment, si, comme Jessie, on a un animal de compagnie, c'est normal qu'on s'y attache. C'est normal qu'on ait le goût peut-être de le revoir et d'espérer qu'il soit au ciel. On en a parlé un peu avec le professeur Louis-André Richard tantôt. Une première question à laquelle on doit répondre, c'est est-ce que les animaux ont une âme? Je pense que Louis-André a bien répondu. Oui, au sens strict du mot âme en philosophie, hein, animal, anima, ce qui anime, principe de vie. Donc, oui, ils ont une âme. Même les plantes, Antoine, ont une âme, selon cette définition du mot. Je peux continuer de leur parler à mes plantes. Bah, c'est plutôt ça la question. Quel type d'âme ils ou elles ont? Donc, c'est une âme très différente. C'est un principe de vie. Mais à la différence des hommes, c'est pas une âme qui serait immatérielle parce qu'elle ne pose aucune opération hors de la matière. Donc nous, par exemple, par notre intelligence, on fait de la conceptualisation. On peut faire des choix libres. On a une conscience de soi. C'est des choses que les animaux ne partagent pas avec nous et qui fait qu'on n'a pas tout à fait le même genre d'âme. Tu dis immatériel, mais ça pose aussi la question de l'immortalité de cette âme. C'est ça, la tradition philosophique nous dit que seules les choses immatérielles sont immortelles. On peut pas les tuer, on peut pas les séparer, elles n'ont pas deux parties. C'est pour ça que on dit que l'homme est fait d'une certaine manière pour l'éternité parce qu'il a une partie en lui qui survit à la mort, qui survit je dirais, à la séparation de son corps. Et de là, la réponse chrétienne qui est très lumineuse de dire qu'un jour, il y aura une résurrection des corps pour que notre âme retrouve, je dirais, sa totalité, fait pour sa être plénitude. Sa plénitude, exactement. Bon, là, j'ai un peu de peine pour Jessie, là. Peut-être qu'elle pense à son coco là, qui va mourir un jour, là, je te l'annonce. Je sais pas quand, mais un jour, nécessairement. Alors, ton petit chat, Jessie, bon, est-ce que Dieu, dans sa toute-puissance, pourrait pas décider de ressusciter Coco? J'oserais pas dire que quelque chose est impossible à Dieu, mais je pense que c'est très peu probable parce que même si Coco porte un nom, un prénom, au sens strict, il n'a pas une personnalité. Je l'ai baptisé. Tu l'as baptisé, mais c'était pas un sacrement. Hein? Et donc, ce n'est pas une personne, Coco, et généralement, en tout cas, d'un point de vue de la révélation biblique, lorsqu'il est question de résurrection, c'est vraiment pour des personnes. Il n'y a rien qui nous laisse penser dans la Bible que Dieu ressusciterait des individus, que Garfield, Fido ou Coco, comme individus, que son histoire, son récit de vie sur Terre aurait ensuite une nouvelle vie au ciel. Mais on peut quand même se poser la question, est-ce que dans ce royaume nouveau, ce monde nouveau, cet au-delà, il n'y aura pas tout de même des espèces animales? Est-ce qu'il y aura des plantes et des animaux aussi? Ouais, pour agrémenter le décor. Hein. Oui, on pourrait dire ça exactement. Au minimum, ça semble être un jardin. À la fin, il y a la ville de la Jérusalem céleste, mais semble, si je me rappelle bien, il y a l'arbre au milieu quand même. Là. Il y a un peu l'image qu'il y a le jardin d'Éden qui est retrouvé comme au milieu
de la ville au final. Donc, il semble avoir au moins certains végétaux. Je ne sais pas s'il y a des animaux, mais il semble avoir quelque chose au moins. C'est une bonne question. Puis, en fait, il y a comme deux grandes traditions qui s'opposent là-dessus, je dirais, pour faire court, une tradition dominicaine et une tradition plutôt franciscaine, mais c'est plus large que ça. Du point de vue de la tradition dominicaine... Le paradis est une salle d'études. Ça ressemble à ça. Il y a beaucoup de livres, mais il n'y a ni plantes ni animaux. Ça vient, entre autres, d'une réflexion de saint Thomas d'Aquin, une réflexion plus philosophique que biblique, où il va dire, en fait, l'homme, il est fait pour l'immortalité, il y a une partie immortelle en lui, et ce royaume de Dieu, il est fait aussi il sera éternel. Donc, il est fait pour des êtres qui ont quelque chose en eux, dans leur nature, qui est immortelle. Et donc, il y aura des hommes, des anges, Dieu, évidemment. Mais les plantes et les animaux, eux, ils sont faits dans leur nature même pour passer. Et donc, ils sont très utiles dans ce monde-ci, mais on voit plus à quoi ils seraient utiles en l'autre. Ils nous servent à nous nourrir, à nous aider à travailler, à nous guérir, etc. Mais ils seront inutiles selon saint Thomas au ciel. Donc, pour lui, ni animaux, ni plantes. Bon, l'arbre de vie, est-ce que c'est simplement une métaphore, une image, on peut y penser, ou est-ce qu'il sera fait de pierres précieuses? Ça, c'est possible pour saint Thomas. Il y a des éléments au ciel, donc il pourrait y avoir quelque chose qui s'apparente à des pierres précieuses. Et du côté franciscain, les amis des animaux, j'imagine qu'on voit les choses autrement. Oui, on voit les choses autrement. Je pense que Bonaventure dirait, attention, les animaux ne servent pas qu'à être utiles à l'homme. Ils rendent chaque espèce rend gloire à Dieu. Chaque créature reflète d'une manière la bonté de Dieu à sa manière. Et de ce point de vue, pour que Dieu soit pleinement glorifié, pourquoi est-ce que toutes les espèces, d'une manière différente, ajustée au royaume des cieux, ne pourraient pas aussi exister au royaume des cieux? Aussi, d'un point de vue biblique, il y a certains arguments. Par exemple, on peut penser au prophète Isaïe, qui va dire le loup et l'agneau paîtront ensemble. Il parle ici de l'au-delà. Et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Donc, les animaux seraient végétariens. Il y a de la paille, donc il y aurait des plantes. Donc, pour Isaïe, il semble qu'il y a des animaux. Même chose, saint Paul va dire aux Romains, toute la création est dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Pas seulement les hommes, mais toute la création. Saint Irénée s'appuie entre autres aussi sur le prophète Isaïe, lui, pour dire qu'il y aurait des animaux au ciel. Enfin, on peut voir le récit de l'arche de Noé comme une métaphore aussi. Dans l'arche de Noé, il y a des hommes, mais il y a beaucoup d'animaux aussi. C'est comme si Dieu voulait aussi sauver le règne animal. Par contre, dans l'arche de Noé, à ma connaissance, il n'y a pas de plantes. Donc là, je ne sais pas si il y aura des plantes au ciel. Mais en tout cas, s'il y a des animaux, on se demande est-ce qu'ils vont avoir besoin de manger? Si oui, ça serait bien qu'il y ait des plantes. Simon Lessard, une dernière petite question là, pour toi. Selon toi, pourquoi on veut tant que ça? Pourquoi Jesse voudrait tant que ça? Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses. Voudrait tant que ça là, que Coco se retrouve au ciel avec elle. Bon, d'abord, je pense qu'elle aimerait que Coco soit au ciel, mais peut-être pas les maringouins, les serpents et toutes les bêtes sauvages. On a souvent un rapport déconnecté aujourd'hui avec la nature. Pour beaucoup d'êtres humains, je pense aux martyrs qui ont été mangés par des lions dans l'Antiquité, au Colisée de Rome. Eux, je suis pas sûr qu'ils attendaient les lions tant que ça au ciel. Encore de l'autre bord. Ouais, exactement. Donc, peut-être on a un rapport romantisé, très affectif à ces animaux-là. Mais aussi, je pense, le ciel, ça nous dépasse complètement. Et on oublie à quel point ce qui va vraiment nous donner du bonheur et de la joie au ciel, c'est avant tout des relations avec des personnes, tout ce qui est de l'ordre de la communion, à l'image de Dieu, qui est communion. Et donc, au ciel, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'animaux et de plantes, c'est certain qu'on ne sera pas tristes, nous serons pleinement comblés et ça ne nous manquera pas. Donc, je dirais en somme, il faut un peu purifier et élever notre vision, je pense, du ciel. Merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir, Antoine. Jean-Philippe Marceau, bonjour. Salut Antoine. Chroniqueur régulier à On n'est pas du monde, mais aussi éditeur pour le blog de Symbolic World. C'est toujours vrai, oui? Oui. Alors, tu nous as concocté, une chronique aujourd'hui qui risque de heurter un petit peu les sensibilités modernes. Hein? Peut-être, mais c'est que je parle d'un phénomène qui est choquant pour nous aujourd'hui, entre autres parce qu'on est dans une société qui vient après le judaïsme et le christianisme, où maintenant on fait plus de sacrifices animaux, mais on fait plus de sacrifices animaux à cause de cette tradition-là. Maintenant, quand on la regarde, des fois, on est surpris de voir des sacrifices animaux, mais pour d'autres cultures, ça aurait été quelque chose de totalement normal parce que auparavant, dans les civilisations anciennes, des sacrifices
animaux, puis souvent humains même, c'était quelque chose d'assez répandu. Fait que la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en fait plus aujourd'hui? Puis, à te suivre un peu, là, la raison, c'est parce qu'on en a fait, en quelque sorte. C'est parce que les sacrifices animaux nous ont permis de sortir de cette logique-là, ou en tout cas, du moins pour ce qui est des sacrifices humains. Alors, allons-y à fond. Commençons par la Genèse, peut-être. Il y a des sacrifices. En fait, il y a des animaux, hein, on le sait, à la création, après ça, l'Arche de Noé, tout ce beau monde-là va très bien, ça gambade partout. Mais pas que, arrive assez tôt là, des sacrifices animaux. Oui, exact. On dirait que les sacrifices animaux sont une conséquence de la chute, parce que le premier sacrifice animal arrive avec Abel. Donc, on est après l'expulsion du jardin. Il y a, comme tu as dit, beaucoup d'animaux dans le récit de la création, initialement dans la Genèse. Il semble avoir vraiment une harmonie dans la création, où même les humains, les animaux, mangent pas d'animaux, ils mangent des plantes. Puis, si on parle de sacrifice qui se fait, ça semble être davantage quelque chose de liturgique, où les hommes, Adam et Ève, quand ils s'occupent de la création, c'est un genre d'offrande qu'ils font à Dieu. D'ailleurs, le mot s'occuper du jardin, là, qui est utilisé dans la Genèse, c'est le même que le mot qui est utilisé quand on parle du travail des Lévites dans le temple. Donc, le travail qu'il y avait dans le jardin, c'est un travail liturgique. Donc, il n'y a pas encore de sacrifice sanglant, ça c'est quelque chose qui arrive après. Puis ça semble avoir avec le fait que maintenant, cette harmonie-là, cette liturgie naturelle qu'il y avait dans le jardin, elle est perdue. Puis on peut voir le sacrifice, surtout d'Abel, la même chose pour Caïn qui essayait de faire au moins. Tu prends quelque chose, les fruits de ton travail, puis tu les brûles, donc tu fais monter la fumée au ciel où se trouve Dieu. Puis c'est un genre de remède contre prendre le fruit pour soi-même, comme Adam et Ève ont fait. Donc, je pense que c'est comme suggérer quelque chose. Exact. Ben, c'est comme offrir un bouquet de fleurs à sa femme. Ben, c'est un même genre le fruit de mon travail, j'achète quelque chose, je le donne, tu l'offres à quelque ça chose recrée l'amour. Exact. C'est le même Souvent genre en réparation d'une faute passée. Bon, peut-être dans ton cas, Antoine. On essaie comme de ça augmente l'amour. Ça répare ou ça augmente. Oui, exact. Mais c'est intéressant parce que juste après ça, après que le sacrifice a été introduit dans Genèse 4, il y a une autre chute qui se passe où là, Caïn, vu que son sacrifice n'a pas bien fonctionné, c'est pas clair pourquoi exactement, mais son sacrifice n'a pas bien fonctionné. Après ça, il va tuer Abel. Puis, pas longtemps après, Caïn va fonder la première ville. Puis, ça, pour des gens aujourd'hui qui sont pas nécessairement familiers avec des mythologies anciennes, c'est une genre d'attaque que la mythologie juive fait de plein d'autres mythologies aux alentours. Parce que les Romains, par exemple, avaient un mythe similaire, puis c'est similaire dans plein d'autres civilisations, où ça commence avec un meurtre. Romulus tue son frère Rémus et ensuite fonde Rome. Mais la grosse particularité dans la Bible, c'est que ce meurtre-là, dans la Bible, il est vu de façon négative. Caïn a tué Abel parce que il était mécontent de ses propres péchés, de ses échecs. Il a blâmé quelqu'un d'autre. Et après ça, il a fondé une ville. Fait que la ville repose sur quelque chose de négatif. Alors que pour Rome, fonder une ville sur un sacrifice, c'est pas de problème. C'est normal. C'est comme ça que le monde marche. Tu sais. Puis dans beaucoup de mythologies, c'est ça qui se passe. Donc, puis historiquement, on peut voir que dans beaucoup de civilisations, c'est un fait choquant anthropologiquement et sociologiquement qui n'est pas assez connu à mon avis, mais quand on va regarder qu'est-ce que les sociétés primitives faisaient, des sacrifices humains, il y en a plein. Là. Il y en a probablement à la grandeur des civilisations anciennes, surtout les grandes civilisations. Des fois, il y a peut-être des petits groupes qui ne pratiquaient pas de sacrifices humains, puis même pas de substitution par des sacrifices animaux, comme par exemple en Amérique du Nord. Il semblerait que beaucoup d'Amérindiens ne faisaient pas de sacrifices. Mais quand tu arrives à des civilisations, comme les Aztèques, les Mayas, il y avait des sacrifices humains ritualisés. À la planche, Exact. Puis, il y a beaucoup d'anthropologues, de sociologues qui se penchent sur cette question-là, savoir comment ça se fait. C'est bizarre quand même quand tu regardes anthropologiquement l'histoire puis qu'il y ait autant de sacrifices à la fondation Parce des villes. que ces civilisations-là ne se parlaient pas nécessairement entre elles. C'était pas qu'elles se transmettaient cette pratique-là. C'est comme presque inhérent ou à la nature ou à la composition de la civilisation. Il y a des penseurs, comme tu allais dire, qui sont penchés là-dessus sérieusement. Oui, je pense que l'explication que je préfère, c'est celle d'un penseur français, René Girard. Il a découvert une explication initialement en littérature, puis ensuite, il s'est mis à l'utiliser anthropologiquement, sociologiquement, etc. Puis l'idée, c'est que pour qu'un groupe tienne ensemble, c'est souvent efficace, malheureusement, qu'on s'allie contre un bouc émissaire.
On peut penser... On faisait ça dans ma famille. Là. On s'alliait contre ma sœur, les frères, là, puis ça nous tenait serrés, une solidarité. Exact. Ouais. C'est vraiment commun. On fait ça aujourd'hui. Les médias sociaux, il y a plein d'exemples de ça, là, où on va se tenir ensemble en groupe parce qu'on blâme toute la même personne, on blâme toute la même parti politique, etc. Ouais. Puis il y a des exemples dramatiques aussi au 20e siècle qui sont passés, où... Je pense à l'Ukraine en ce moment. C'est un peuple qui s'est beaucoup unifié depuis le début de la guerre. Oui, exact. C'est un phénomène très commun. Puis des fois, c'est vraiment tragique, là, comme les Russes qui blâmaient les riches pour tous leurs problèmes, puis ont tué des dizaines de millions de personnes. Les nazis, on le sait, qui blâmaient tous les problèmes de l'Allemagne sur les Juifs, puis ont tué des millions de personnes aussi. Donc, c'est un vrai phénomène social. Puis selon René Girard, les sociétés primitives découvraient ce fait-là, que des groupes pouvaient se tenir ensemble en blâmant quelqu'un, puis ensuite, ils ritualisaient cette pratique-là. Donc, la personne sacrifiée devenait... portait les fautes de tout le monde. Et en le sacrifiant, ben, on venait comme faire le ménage ou réparer ou acheter un bouquet de fleurs. On venait un peu régler le problème et expulser le mal de la civilisation. Mais je comprends pas en quoi l'animal peut être la cause de nos problèmes. Oui, ben justement, ce qui semble s'être passé, c'est que les civilisations finissaient par substituer à un moment donné des animaux à la place des humains. Les gens... Puis là, René Girard, il est bon là-dessus. Là, il va analyser différents mythes. Puis on dirait que beaucoup de civilisations n'étaient pas à l'aise avec le fait de sacrifier des humains complètement. Souvent, après qu'il ait commis un sacrifice, il allait comme diviniser d'une certaine façon la personne qui venait de tuer. Il disait, ben là, pour qu'elle ait vraiment comme ressoudé le groupe ensemble, elle devait vraiment avoir quelque chose de spécial, cette personne-là. Elle devait vraiment être un genre de dieu, peut-être un dieu grec négatif qui nous joue des tours, qui voulait vraiment qu'on le tue pour qu'on se ressoude ensemble. Donc, les gens étaient pas tout à fait à l'aise, mais c'était pas clair qu'est-ce qui se passait. Selon Girard, il y avait beaucoup de confusion dans ces peuples-là, où ça devient clair qu'on fait une substitution d'un animal à la place d'un humain. À mon avis, l'endroit où c'est plus clair, il y a plusieurs histoires où c'est clair dans la Bible quand même. Une histoire où c'est très clair, c'est l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac. Donc Dieu va dire carrément, tu sacrifies pas un humain, maintenant tu sacrifies un bouc. Puis c'est choquant pour des personnes modernes de voir que Dieu aurait en premier lieu demandé à Abraham de sacrifier Isaac, mais Abraham, lui, n'est pas surpris, parce que ses voisins, ils font ça. Là. Toutes les tribus autour, sacrifier leur fils, là, c'est quelque chose de tout à fait normal. Fait que, au contraire, quand Dieu vient dire, maintenant, on fait plus ça, on sacrifie à la place des animaux, c'est une genre de solution. On essaie de retourner à la situation avant le péché de Caïn, qui commence à sacrifier des humains pour fonder des choses. Il y a dans le Lévitique aussi, où il est question de, justement, ces sacrifices rituels. Oui, c'est vraiment fascinant parce qu'on dirait que dans le Lévitique 16, le rituel de Yom Kippour, la journée du grand pardon, c'est comme s'il y avait une conscience juive vraiment de ce qui se passe au niveau rituel, au niveau mythologique, parce que on sacrifie 2 boucs pour essentiellement réparer le péché de Caïn, puis aussi essayer de réparer le péché d'Adam et Ève. Fait que premier sacrifice d'un bouc, ce qu'on fait, c'est le grand prêtre va mettre les péchés du groupe sur le bouc. Donc, au lieu qu'on se blâme toutes les autres, là, ou qu'on blâme tel parti politique ou qu'on blâme un groupe ethnique, etc., on met tous les péchés sur un bouc. Puis ensuite, ce bouc-là n'est pas sacrifié pour Dieu. Alors, on est conscient que c'est pas une bonne pratique là, de comme mettre nos péchés sur quelque chose, puis après ça, de le sacrifier à Dieu. En fait, selon les Juifs, ce serait sacrifier un démon comme leurs voisins faisaient. Mais ce qu'on fait à la place, c'est qu'on l'expulse. On expulse cette chèvre-là. On l'envoie en dehors du camp. C'est comme si on prend nos péchés puis on les expulse. Évidemment, c'est quelque chose de local au peuple d'Israël, mais il y a quand même cette tentative-là de réparer le péché de Caïn. Ça fait penser aux Égyptiens qui ont exilé le peuple hébreu en disant, ben, c'est de leur faute si ça va mal en ce moment en Égypte. Oui, exact. Il y a vraiment beaucoup de parallèles à faire entre l'animal sacrificiel, comme ce bouc-là qui prend les péchés des gens, et le peuple d'Israël, et ultimement Jésus. Ben ouais. Allons-y avec Jésus, justement, qui joue le rôle parfait de cette victime offerte. Oui, exact, parce que Jésus va réussir à faire cosmiquement ce que les Juifs tentaient de faire dans le Yom Kippour, à l'échelle seulement de leur tribu. Donc, il va effectivement prendre les péchés, pas juste des Juifs, mais même de Rome, puis ultimement de tout le monde sur lui. Puis il y a vraiment des parallèles faits, notamment dans l'évangile de Matthieu, où le bouc émissaire, dans le rituel du jour du grand pardon, on le battait avec des roseaux, on le vêtissait de rouge. Il y a une autre chose qu'on faisait, on le crachait dessus aussi, puis en l'expulsant de la ville. Et c'est toutes des choses qu'on a faites avec Jésus. Il est crucifié hors de la ville. Exact, il est crucifié hors de la ville. Puis il y a aussi le deuxième bouc du sacrifice du jour de réconciliation, où on faisait une offrande pure comme Abel faisait pour tenter de retourner dans le jardin. Donc, on sacrifiait un bouc pur pour Dieu.
Donc, le bouc avec les péchés, lui, on l'envoie là. C'est pas lui qu'on sacrifie pour Dieu. Le bouc pur, lui, on sacrifie pour Dieu. Donc, on expulse pour réparer le péché de Caïn, puis on sacrifie un bon bouc pour essayer de retourner dans le jardin comme Abel. Mais Jésus fait ces deux choses-là en même temps. Fascinant, Jean-Philippe Marceau. Merci beaucoup pour tes éclairages sur les sacrifices humains et animaux. C'était le thème de l'émission d'aujourd'hui. Merci, Jean-Philippe. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com. C'est déjà la fin de notre émission, mais avant de se quitter, allons-y avec quelques suggestions culturelles. Jessie Blouin. Oui, moi, je vous propose un film qui est sorti en 2019. En anglais, c'est The Mustangs et en français, c'est Nevada. Donc, on suit des prisonniers américains qui sont en réhabilitation dans un programme spécial où ils dressent des chevaux sauvages. Donc, c'est vraiment un très beau film et petite note aussi que ça profite aux chevaux, ce programme-là, parce que ça existe vraiment dans une dizaine de prisons dans l'Ouest américain. C'est qu'il y a vraiment une épidémie de chevaux sauvages et ils broutent les champs des fermiers. Donc, au lieu que ce soit leur pâturage, les vaches qui broutent, c'est les chevaux. Donc, ils les traquent, ils les abattent. Donc, eux, pour le programme, ils vont plutôt les capturer et fait que ça sert à la fois l'homme et la bête. C'est un très beau film. Ça s'appelle Nevada. Nevada, Merci, Jessie. Simon Lessard. Alors, notre invité Louis-André Richard est aussi animateur d'un balado fort intéressant qui s'appelle Repères. Et dans un de ses plus récents épisodes, il a interviewé une vétérinaire, Caroline Kilsdunk, pour justement aborder la question de quelles frontières on peut ou ne devrait peut-être pas toujours faire entre l'homme et l'animal. Des enjeux politiques, des enjeux très actuels, des questions entre autres de l'euthanasie ou de la question du genre en lien avec la question animale. Donc, je vous encourage à aller écouter cet épisode du balado Repères. On trouve ça sur YouTube et sur leverbe.com. Exactement. Merci, Simon. Jean-Philippe? Oui, le livre le plus facile à lire peut-être de René Girard, qui porte entre autres sur les sacrifices animaux, qui s'appelle « Je vois Satan tomber comme l'éclair ». C'est vraiment un livre, le fun. Ben, c'est sûr que le sujet, il est assez lourd. Ça a l'air le fun. Mais c'est vraiment fascinant à lire parce que Girard a passé la majorité de sa vie à écrire de façon très académique pour des académiques, puis il y a eu beaucoup d'influence là. Mais vers la fin de sa vie, on dirait qu'il écrit quelque chose pour se faire plaisir, puis pour que n'importe qui puisse le lire. Puis ce livre-là, ça se lit vraiment comme une histoire. Là. Il raconte l'histoire, comment les sacrifices sont arrivés, comment ils ont été abolis. Puis ça se lit de façon très légère, puis c'est juste comme plein de lumière, on dirait, qui te donne en lisant ça. Donc, je le recommande pour tout le monde, pas juste pour les académiques. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Et moi, je me permets de recommander à nos auditeurs, téléspectateurs, le livre de notre invité du jour, Louis-André Richard. Ça s'appelle « Amis des hommes, ruminations sur l'éthique animale ». C'est publié en 2023 chez Mediapol. C'est plein de petits chapitres, hein? Ça se lit très bien. C'est évidemment appuyé sur l'expérience de l'auteur en tant que consultant pour un comité d'éthique, mais aussi plein d'autres anecdotes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'ailleurs, Louis-André. C'était fort agréable. Et je vous dis merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à notre infolette du Verbe pour rien manquer de nos derniers contenus. Vous allez simplement sur leverbe.com/infolettre et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'On n'est pas du monde.